Bonjour tout le monde. Je vais vous faire ma présentation qui porte sur les analyses de données cérébrales MEG obtenues lors d'une tâche d'attention soutenue en combinant des analyses spectrales et de l'apprentissage machine. Alors, tout d'abord, l'attention soutenue, ça peut être défini comme le maintien de la concentration cognitive lors de tâches peu stimulantes. L'attention soutenue, c'est vraiment présent au quotidien. Donc, par exemple, lorsqu'on conduit en voiture, qu'on assiste à une classe, ou encore dans certains métiers. Donc, c'est vraiment une fonction cognitive essentielle. En laboratoire, l'attention soutenue, on la mesure à l'aide, par exemple, de tâches de performance continue. Donc, ces tâches, c'est plutôt simple, c'est l'apparition d'un stimulus fréquent sur lequel on doit euh, on doit appuyer sur un bouton, alors que lorsqu'il y a l'apparition d'un stimulus cible, donc en l'occurrence ici un panda, on ne doit pas appuyer sur le bouton. Et c'est notamment donc ce stimulus cible qui nous permet de voir à quel point la personne est concentrée et encore attentive à la tâche. Ces images sont séparées donc par des croix de fixation. À travers ces tâches, de manière générale, on peut voir un déclin de la performance au cours du temps. Cependant, dans la vie de tous les jours et par exemple à travers certaines situations, comme par exemple lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on a certains moments où on semble réussir et performer de manière plutôt facile et sans mettre forcément d'effort, alors qu'à d'autres moments, on est très concentré, mais la performance est moins bonne. Et donc, pour mesurer ces variations à l'intérieur de l'attention, Esterman et ses collègues ont mis en place une tâche de performance continue graduelle. Donc, c'est exactement le même principe que la tâche de performance continue qu'on a vue juste avant. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une croix de fixation entre les images, on a une transition qui se fait de manière graduelle. Cette transition, elle permet notamment d'éviter la captation attentionnelle, mais également de réaliser un échantillonnage régulier de l'attention. Ainsi, Esterman et ses collègues ont mis en évidence que l'attention pouvait se décomposer en au moins deux états. L'état in the zone, ou attention optimale, qui est associé donc avec peu d'efforts, la réalisation de moins d'erreurs et des temps de réponse stables, alors que l'état out of the zone, ou bien attention sous-optimale, qui lui nécessite plus d'efforts, où on réalise plus d'erreurs et où le temps de réponse est instable. Pour mettre en évidence ces deux états, ils ont utilisé donc la mesure de décours de variance temporelle, qui correspond donc à la variation des temps de réponse essai par essai, en partant du principe que toute déviation de cette VTC est associée donc à un changement de l'état attentionnel. Et ainsi, en prenant les 50% des essais les plus hauts de la VTC, ils ont associé ceci donc à l'état out of the zone, alors que les 50% des essais les plus bas à l'état in the zone. Ils ont réalisé cette tâche donc en utilisant de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc qui permet de voir l'activité cérébrale du cerveau en activité. Et ils ont notamment donc mis en évidence deux réseaux, deux implications de réseaux, donc notamment le réseau du mode par défaut, qui de manière générale est associé donc aux pensées introspectives, au repos, et une activation modérée de ce réseau dans les tâches d'attention soutenue serait associée donc à l'état in the zone, alors que d'un autre côté, on a le réseau attentionnel dorsal qui, lui, est associé de manière générale à la concentration vers un but dirigé, qui est fortement activé dans les tâches d'attention soutenue lorsque la personne est en état out of the zone. Mais en neurosciences, on a d'autres mesures de l'activité cérébrale qui existent, au-delà donc, des mesures structurelles et fonctionnelles. Et on a notamment donc, les mesures de l'activité magnétique des neurones. Puisqu'en effet, les neurones, lorsqu'ils sont actifs, ils génèrent à la fois un champ électrique, mais également un champ magnétique qui est très faible, de l'ordre de 100 femtotesla, ce qui correspond environ à 1 milliard de fois plus faible que celui de la Terre. Et ce champ magnétique va être capté et enregistré donc, par les capteurs QID qui sont autour de la tête et qui baignent dans de l'hélium liquide, donc qui rend le tout supraconducteur. La magnétoencéphalographie a une résolution temporelle qui est très bonne, de l'ordre de la milliseconde, mais cependant, étant donné la faible intensité du champ magnétique des neurones, il est nécessaire donc de réaliser les mesures dans une chambre blindée pour éviter tout artefact magnétique extérieur. Et à l'aide de cette machine, on peut obtenir différentes données qu'on va pouvoir donc par la suite décomposer en bandes de fréquences, comme on peut voir ici.
Et cette décomposition donc, en bande de fréquence va nous permettre d'avoir différentes informations en fonction de la tâche effectuée. Par exemple, lors des tâches d'attention soutenue, on peut associer chaque bande de fréquence avec différents rôles, comme on peut voir ici. Ainsi, à travers ce projet, notre but était de déterminer les bandes d'oscillation cérébrale impliquées dans les fluctuations de l'attention soutenue. Et pour ça, on a décidé donc d'explorer les données afin d'identifier les attributs cérébraux, c'est-à-dire les bandes d'oscillation cérébrale, qui sont associés aux différents états de l'attention soutenue. Donc pour cela, on a utilisé la magnétoencéphalographie et la tâche de performance continue graduelle. Donc plus précisément, il y a 17 sujets dont on a enregistré l'activité cérébrale pendant qu'ils réalisaient donc, cette fameuse tâche de performance continue graduelle. Et pour chacun des sujets, on a l'enregistrement de 270 canaux tout au long de la tâche. Une fois les données brutes obtenues, donc directement de la magnétoencéphalographie, on a réalisé un nettoyage des données. Puis ensuite, on a créé nos essais, donc en fonction de si le stimulus était fréquent ou rare. Puis, on a calculé les densités de puissance spectrale à l'aide d'une méthode multi-taper, ce qui nous a permis donc de décomposer le signal en différentes bandes de fréquences pour pouvoir par la suite les analyser. On a également donc segmenté nos données en utilisant la VTC, donc le décours de variance temporelle, sur le même principe, donc avec 50% des essais les plus hauts associés à out of the zone, alors que les 50% des essais les plus bas à in the zone. Mais plus précisément, nous, on a décidé de segmenter les données, non pas en prenant 50% des essais plus hauts et plus bas, mais en prenant 25% des essais les plus hauts associés à out of the zone, alors que les 25% des essais les plus bas à la condition in the zone. Une fois les données segmentées, on a décidé d'appliquer une méthode d'apprentissage machine supervisée, en l'occurrence la régression logistique. Et donc, on a appliqué également une cross-validation de type leave one group out, et le tout a été réalisé avec 100 permutations. Ceci nous a permis d'obtenir deux types de résultats. Donc, tout d'abord, les résultats en multi-features, qui correspondent donc au groupe d'électrodes significativement différents entre nos deux conditions, pour toute bande de fréquences confondues. Donc, ça nous permet notamment de voir les régions cérébrales, ou en tout cas là où les électrodes sont significativement différentes pour toutes les bandes de fréquences confondues. Et on a les analyses en single feature, qui là nous permet de voir donc, de manière détaillée pour chaque bande de fréquences quelles sont les électrodes qui sont significativement différentes entre nos deux conditions. Et donc plus précisément, au niveau des résultats en multi-features, on peut voir qu'on a donc des groupes d'électrodes significativement différents au niveau pariétal, mais également au niveau temporal. Et bien que cette significativité est peu élevée, on a tout de même donc ces groupes d'électrodes au niveau de ces régions-là qui sont différentes entre nos deux conditions. Concernant les résultats en single feature, donc cette fois-ci de manière détaillée, on peut voir que c'est notamment au niveau de low bêta et high bêta, donc au niveau finalement de la bande d'oscillation bêta, qu'on a des différences significatives. Et à nouveau, ces électrodes se situent au niveau pariétal et temporal. Mais on trouve également donc, des électrodes significativement différentes en gamma 2, et celle-ci se trouve également donc, majoritairement au niveau temporal. Finalement, donc, pour conclure, on a pu montrer à travers cette étude qu'une des régions d'intérêt principales pour différencier les variations de l'attention soutenue se situe au niveau du cortex pariétal. Et ceci fait notamment donc, écho au réseau du mode par défaut, puisque les parties médiales et ventrales du cortex pariétal font partie de ce réseau du mode par défaut. Et ce dernier, donc ce réseau, a été associé aux variations de l'attention soutenue dans les tâches précédentes. Concernant les bandes d'oscillation, on a notamment donc l'oscillation bêta, qui présentait des électrodes significativement différentes. Et ces différences peuvent être notamment liées à la variation donc, au niveau de la stabilité des réponses, et notamment au niveau moteur, qui peuvent expliquer des variations entre les états attentionnels.
mais également donc la variation au niveau de l'effort cognitif, c'est-à-dire au niveau de l'attention top-down, donc à quel point la personne met l'effort lorsqu'elle réalise la tâche. Et cet effort est différent également entre les deux conditions. Concernant l'oscillation gamma, c'est notamment donc le processus bottom-up, c'est-à-dire la manière dont l'information sensorielle, donc en l'occurrence dans notre tâche, l'information visuelle, est traitée qui peut varier entre les deux conditions et qui viendrait expliquer qu'on a vu des différences significatives au niveau de cette bande d'oscillation. Finalement, au niveau de la performance des algorithmes, on a eu des performances qui varient entre 51 et 52%. Il serait intéressant par la suite donc, de venir raffiner la métrique de la VTC, mais également d'améliorer le design des méthodes d'apprentissage machine afin de voir si on peut améliorer la performance de nos algorithmes. Et il serait également intéressant donc, d'appliquer des tests T sur les résultats qu'on a obtenus afin de voir dans quelle direction, donc si lorsque l'oscillation augmente ou diminue, à quel point c'est associé donc, à quel état attentionnel. Finalement, je souhaitais terminer en remerciant donc, les différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce projet et je vous remercie de votre écoute.